tous, je vous retrouve sur le studio TV Acuité Silmo pour parler de la basse vision et du potentiel de cette activité pour l'opticien. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur acuité.fr où de très nombreux acuinotes nous regardent. Parlons de la basse vision. Les malvoyants ont besoin d'être conseillés et équipés d'aides visuelles pour préserver leur capacité de lecture et leur autonomie. Les opticiens ont ici un rôle majeur à jouer au bénéfice des malvoyants mais aussi de leur activité puisque le nombre de déficients visuels augmentera considérablement avec le vieillissement de la population. Par exemple, dans 10 ans, le nombre de cas de DMLA augmentera de 30% en France. Cette pathologie devrait toucher plus de 2 millions de personnes. Pour évoquer ces sujets, je reçois Olga Forolori. Bonjour Olga. Bonjour à vous. Alors vous êtes responsable du développement de l'association Handicap Zéro, journaliste et écrivain. Oui, exact. Avec nous également Bruno Delost, opticien basse vision à Bayonne. Bonjour Bruno, bonjour. Merci d'être avec nous. Et enfin Gilles Candotti de la société Cessia, spécialisée dans les solutions pour les déficients visuels. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, je vais commencer par vous, Olga. Vous êtes malvoyante depuis votre enfance. Qu'est-ce que vous attendiez et que vous attendez encore des opticiens? Alors oui, je suis malvoyante depuis l'âge de 6 ans. Ça veut dire que je fréquente les opticiens depuis mon plus jeune âge. Alors, qu'est-ce que j'attendais à ce moment-là et qu'est-ce que j'attends aujourd'hui? C'est toujours à peu près la même chose. C'est d'abord une relation un peu privilégiée avec l'opticien. Parce que pour une personne malvoyante, être compris de son opticien et faire comprendre ses besoins pour mieux fonctionner dans la vie quotidienne, c'est très important. Qu'est-ce que je recherche chez l'opticien? Des solutions pour m'aider à mieux vivre, bien sûr. Des solutions comme des loupes, des téléloupes qui existent aujourd'hui, mais également d'autres systèmes. Il existe des systèmes un peu plus sophistiqués et des systèmes aussi assez faciles d'utilisation qui nous permettent aujourd'hui de faire quoi? Parce que la malvoyance, c'est quoi en fait? La malvoyance, c'est la perte de la vision fine. C'est-à-dire que j'ai plus l'autofocus qui me permet de me rapprocher de mon interlocuteur et de voir. C'est quoi? C'est voir mes mains mais ne pas voir correctement mes ongles. Donc il faut pouvoir les couper quand on ne les voit pas. Donc là, il y a des systèmes qui peuvent aider. C'est se regarder dans un miroir mais ne pas voir son visage. En tout cas, ne pas le distinguer, l'apercevoir ou l'entreapercevoir. Donc peut-être qu'avec un miroir grossissant, toujours chez l'opticien, ça peut se faire, ça peut aider. Il y a des systèmes qui aident. C'est quoi? C'est accéder à la lecture dans une société qui est audiovisuelle, où tout est basé, absolument tout est basé sur l'écrit. Les informations de l'apprentissage à l'école. Moi, j'ai fait mes études avec des loupes. J'étais dans un système dit normal, entre parenthèses, dans une école classique, et bien équipée par un opticien, j'ai pu suivre mes études jusqu'à Bac+5. Donc voilà, c'est ce que j'attends de l'opticien, c'est une écoute. C'est très important, l'écoute. C'est une écoute parce qu'avec l'écoute, il va comprendre les besoins. Quand on va chez l'opticien, une personne plus jeune va demander des choses peut-être pour jouer, pour étudier à l'école. Une personne de mon âge, maintenant je suis maman, j'ai d'autres préoccupations. Je suis dans la vie active, donc également d'autres préoccupations. Mais je pense à la majorité aussi des personnes âgées, malvoyantes, que j'ai fréquentées, et qui, elles, vont venir avec d'autres besoins. Peut-être tout simplement pour rejouer au bridge, peut-être tout simplement pour cuisiner, elles vont aller chez l'opticien, ou pour arriver à relire leur roman préféré. Donc les attentes sont multiples, il faut que l'opticien essaye de comprendre ce que la personne recherche. Je crois aussi que c'est pas une solution miracle, c'est pas faire revoir la personne comme avant, parce que beaucoup de gens arrivent avec cette attente. Ah, miracle, on va me refaire revoir. Non, ce n'est pas possible. C'est l'aider, l'accompagner, le conseiller. C'est l'aider, l'accompagner, le conseiller et lui apprendre à voir autrement. Je crois que c'est ça. L'aider à accepter qu'il va voir autrement avec ces aides-là et qu'elles vont lui permettre de retrouver une certaine acuité, un certain potentiel qui va l'aider dans sa vie quotidienne. Vous avez déjà été déçu par des opticiens auxquels vous vous étiez adressé? Alors moi, j'ai eu la chance de toujours bien tomber, très franchement. J'ai été déçue, je vais dire, par certains discours que j'entends.
mais ce sont des opticiens vers lesquels je n'ai pas été. Je dois avoir une bonne intuition, certainement. Mais je sais que pour avoir tenu pendant quelques années un magazine pour personnes plus âgées, les demandes, les lecteurs nous disaient vraiment qu'ils n'étaient pas toujours satisfaits des réponses qui leur étaient faites. Mais c'est pas l'opticien, c'est plutôt en haut de la file chez l'ophtalmologiste qui ressortait en ne sachant pas exactement vers qui aller. D'accord. Et je pense qu'il serait important aujourd'hui que les ophtalmologistes adressent un peu plus ces patients-là vers les opticiens dédiés à la basse vision. Spécialistes basse vision. Donc, voilà. Est-ce que vous estimez qu'il y en a suffisamment en France de ces opticiens spécialisés? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc, je lance un appel à tous les jeunes qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Que la chronophagie comme on dit souvent, de la basse vision ne leur fasse pas peur. Je pense que la basse vision a beaucoup d'avenir. Hélas, parce que la population vieillit et qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et malvoyantes. Elle s'accroît également parce qu'aujourd'hui, bien heureusement, on arrive à récupérer certaines cécités. Donc, ce sont des enfants qui demain seront malvoyants, qui ne seront pas aveugles mais malvoyants. Donc, c'est un marché en pleine croissance. Alors, comme vous dites, il y a beaucoup d'opticiens, enfin, il n'y a pas assez d'opticiens basse vision. Ils hésitent souvent à se lancer dans cette activité. Que répondriez-vous à un opticien qui ne souhaite pas se spécialiser basse vision au prétexte que ça lui prendra du temps ou que ce n'est pas assez rentable? Moi, je lui répondrai tout simplement que la personne, elle ne vient pas seule, qu'il ne faut pas juger une personne, elle vient accompagnée de sa famille, que la famille a peut-être aussi besoin d'être équipée, que cette personne, effectivement, on va peut-être passer un peu de temps avec elle, mais l'aide qui lui sera apportée pourra être tellement efficace dans sa vie quotidienne qu'elle en sera ravie et parlera autour d'elle. Je pense beaucoup au bouche à oreille. Je crois que ce que je dirais à ces opticiens-là, c'est que je pense que c'est une erreur de penser que la personne, il faut juste voir ça en disant ça va nous prendre du temps. Oui, ça va vous prendre du temps, c'est vrai, mais la qualité de relation que vous allez développer avec ces personnes-là, ces patients-là, est assez exceptionnelle, et la qualité pour fidéliser une famille entière, je pense que ce n'est pas à négliger. Voilà. C'est mon point de vue. Maintenant, justement, Bruno, on va voir si donc vous, Bruno, qui êtes opticien basse vision, est-ce que vous corroborez les propos d'Olga en termes de bénéfices pour l'opticien? Oui, c'est vrai. Je crois que ces clients en plus sont naturels, puisque l'avancée en âge, la famille étant croissante, on a naturellement dans la clientèle d'un point de vente en optique une clientèle qui va vieillir ou peut-être qui sera atteinte de différentes pathologies. Donc je crois que c'est dans le bon sens de pouvoir passer un peu de temps avec nos clients qu'on a servis par le passé et de continuer à les servir et de trouver les moyens pour les servir au mieux. Et quels sont les autres intérêts, donc, par exemple, pour un opticien qui débuterait une activité basse vision, qu'il commence à accueillir des malvoyants dans son magasin? Quels bénéfices en tire-t-il à la fois personnellement et économiquement? Alors, ce qu'il en tire, c'est déjà que c'est son rôle. Les opticiens qui sont sous tutelle, ou en tout cas avec un œil très, très présent de l'assurance maladie et du ministère de la Santé, c'est leur rôle de professionnel de santé de jouer cet accompagnement, ces aides et ces accompagnements dans le temps pour les personnes qui souffrent de malvoyance. Ça, c'est déjà leur devoir premier. Alors, ce qu'ils en tirent ensuite, c'est bien entendu que, comme le disait Olga, ils viennent avec la famille, les enfants, et que si on arrive à bien servir et uniquement par la qualité de sa prestation, qu'on va d'ailleurs chercher dans les années à venir à améliorer, cette qualité de la prestation va se ressentir pour l'ensemble de la famille, et l'opticien peut espérer pouvoir servir à son tour l'ensemble de la famille. Donc ça valorise l'image de l'opticien, ça met en valeur son professionnalisme. Son professionnalisme, c'est certain, à la condition qu'il le fasse avec conscience et qu'il ne regarde pas uniquement le chiffre d'affaires qu'il va en tirer chaque fin de mois. Il est sûr que c'est nécessaire, mais on met beaucoup de communication vers l'extérieur du point de vente et je pense que le bouche à oreille, sur ce domaine-là comme sur d'autres, met en valeur le professionnalisme. Alors, est-ce que la basse vision, c'est pour tout le monde ou il faut posséder des qualités particulières ? Je pense qu'Olga, et je vais être redondant avec ce qu'a dit Olga, c'est certainement une grande qualité d'écoute. Plus on va passer de temps dans un entretien avec une personne pour bien comprendre les capacités qu'elle a actuellement
et comprendre ce qu'elle voudrait pouvoir continuer à faire, les activités qui lui sont aujourd'hui difficiles. Lorsqu'on a passé ce temps d'écoute, je pense que déterminer ensemble des solutions ou une adaptation de l'environnement ou des aides techniques sera facilité. Et à part l'écoute, est-ce qu'il y a d'autres qualités à posséder pour se lancer dans cette activité? La patience et ne pas se dire que l'on va perdre du temps. Oui, c'est chronophage, mais je crois qu'à un moment, on a une population, et vous le disiez tout à l'heure, Anne-Sophie, on a une population et la courbe de la démographie est vieillissante. La Société française d'ophtalmologie disait en 2007, dans le rapport qu'elle a consacré à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, que l'on aurait 50% de la population qui serait atteinte après 60 ans de dégénérescence maculaire. Ah oui, c'est ça. De toutes sortes. Ce qui veut dire qu'on doit s'attendre, et notre profession doit s'attendre à un afflux de problèmes rétiniens pour lesquels nous devrons passer du temps. Donc autant se préparer maintenant pour les années futures. Alors comment se préparer justement? Parce que je pense qu'on ne s'improvise pas opticien basse vision. Comment acquérir la formation et l'expérience suffisante? Alors il y a plusieurs niveaux de formation et plusieurs niveaux d'engagement que l'opticien peut acquérir. La première, c'est déjà la lecture personnelle qu'il va acquérir, et vos supports de la presse professionnelle en sont un plus bel exemple. Un deuxième élément, c'est la formation que vont réaliser l'ensemble des distributeurs de produits d'aide technique sur le marché français. Et puis la troisième, c'est de se former par des formations continues qui sont qualifiantes ou non qualifiantes. Et on a l'exemple de 2 formations qualifiantes universitaires qui vont en plus former l'opticien à travailler avec d'autres professionnels de santé, tels que les orthoptistes et les ophtalmologistes qui sont naturels, mais je pense aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, aux psychologues, aux médecins gériatres, aux médecins pédiatres, l'ensemble de ces professions qui ont à aider et à accompagner des personnes qui sont malvoyantes. Ces formations sont obligatoires ou bien on peut débuter une activité basse vision sans force et attendre dans quelques mois avant de faire une formation? Non, on peut très bien commencer par la lecture, par les formations que dispensent l'ensemble des distributeurs d'aide technique. Mais c'est vrai que si on veut aller plus loin et si on veut mieux comprendre comment arrivent les pathologies, comment elles évaluent et ce que ressentent les personnes et de quelle façon on peut les aider, à mon sens, une formation qualifiante, il faut se lancer, quand vraiment on a envie de faire ça. D'accord. Alors, quel est l'investissement nécessaire pour créer un espace basse vision dans son magasin, en termes de temps et financièrement, parce que c'est quand même important? Alors en termes de temps, on ne va pas le compter, puisque globalement, sur une personne que l'on reçoit, on va la recevoir sur plusieurs heures parfois. Donc l'investissement temps, je le compte très peu. J'ai la chance d'avoir une équipe qui me permet aussi de me dégager du temps. L'investissement matériel, vous savez que depuis les décrets de 2007 concernant la réfraction dans les points de vente en optique, l'opticien qui veut pratiquer de la réfraction a déjà mis en place ou est en train de mettre en place une salle dédiée à la prise en charge des personnes qui souhaitent avoir un examen de vue. Oui. Donc cette salle peut qui doit naturellement être isolée phoniquement et visuellement. Et visuellement. Donc cette salle-là, naturellement, peut servir pour recevoir les personnes qui sont malvoyantes. Et donc en termes de matériel, est-ce qu'il y a un investissement assez lourd à faire? Le matériel, et j'ai toujours, c'est souvent une des réponses que j'ai aux opticiens qui me posent la question, ils ont déjà naturellement dans leur point de vente, et c'est l'obligation aussi d'opticien, une boîte d'essai, et dans cette boîte d'essai, on a de nombreux verres. Ces verres sont diaphragmés, donc ça a une fonction particulière pour les personnes qui sont malvoyantes. Ces verres sont aussi grossissants, puisque lorsqu'on va utiliser un verre de plus 10 dioptries ou plus 20 dioptries, on va avoir dans sa boîte d'essai naturellement des verres grossissants, des systèmes grossissants. Alors ensuite, il va falloir avoir et répondre au fur et à mesure à des loupes qui sont différentes selon l'activité que la personne va vouloir réaliser. Soit des loupes qu'on va tenir à la main ponctuellement, ou des loupes que l'on posera de façon à avoir une lecture prolongée, ou pour l'écriture, des systèmes qui sont où on va allier l'électronique et l'optique. Donc oui, il y aura nécessairement dans le temps, et plus on va aller sur une activité croissante, plus on aura besoin de matériel différent pour que la personne puisse continuer à réaliser les activités qu'elle veut continuer à faire. Donc justement, on va parler un peu des différentes aides visuelles disponibles avec Gilles Candotti, donc directeur général de la société Cecia. Je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans la fabrication d'aides visuelles à destination des malvoyants. Vous avez remporté l'année dernière le Silmo d'or dans la catégorie basse vision avec le KNFB Reader. Alors c'est formidable, c'est un logiciel qui transforme les téléphones portables en machines à lire.
C'est ça, le KNF Reader est un logiciel qui s'installe sur le téléphone portable et qui va permettre à une personne de prendre la photo d'un texte et d'avoir la lecture vocale de ce texte sur son téléphone. Et vous êtes à nouveau nominé cette année avec le produit Clearview plus Pack 0 bouton. Voilà, c'est-à-dire en fait il y a dans le domaine de la basse vision, moi ça fait 10 ans que j'y travaille, au niveau des aides techniques de très nombreuses évolutions. Il y a encore 10 ans, l'aide technique pour la personne malvoyante, c'était le gros téléagrandisseur que tout le monde a un petit peu en tête et qui soulève un certain nombre d'objections parmi les opticiens. C'est trop gros, ça prend trop de place, où est-ce que je vais le mettre dans mon magasin, et puis voilà, c'est trop cher, et puis, bon, etc., etc. Alors, et on se rend compte qu'avec les évolutions des matériels, on a de plus en plus de solutions qui existent à des tarifs de plus en plus diversifiés, et avec une innovation technologique qui fait qu'on a des produits qui sont de plus en plus intuitifs et faciles à utiliser. On a beaucoup parlé des personnes âgées. Utiliser un produit avec de nombreux boutons et de nombreuses fonctionnalités, c'est assez complexe. Le handicap visuel en plus n'est pas le seul trouble qui atteint les personnes âgées. On peut avoir des troubles moteurs qui vont rendre plus difficile la manipulation des boutons, ou des maladies telles que la maladie d'Alzheimer qui vont rendre plus difficile la mémorisation. Donc à partir de tout ça, on a travaillé effectivement sur le fameux Clearview Pack 0 bouton qui permet la manipulation d'un téléagrandisseur sans utiliser de boutons une fois qu'on a réglé des paramètres à l'origine. Donc ça, c'est le travail de l'opticien, de faire avec la personne un réglage qui va lui permettre de déterminer quelle est la meilleure manière de voir un texte avec une taille de caractère et un fond coloré qui lui convient. Et on pourra automatiquement, sans avoir à faire de manipulation, avoir la lecture de ce texte-là dans le format qui a été souhaité par la personne. Alors, nous avons justement filmé un petit sujet ce matin sur votre stand de Ocilmo. Monsieur Candotti, si vous voulez nous commenter ces images. Alors on va commencer par voir ce Clearview sans bouton que je montre ici. Alors les téléagrandisseurs ont pas mal changé en apparence avec des écrans plats maintenant et des écrans de grande taille. Ouais, c'est très design. Et on voit ici le cas où je tombe sur un texte écrit en petit et j'ai un grossissement qui a été automatique sans qu'il y ait aucune manipulation de bouton. Alors les systèmes qu'on avait avant et qui existent encore marchaient avec un bouton placé au niveau du plateau, donc pour réduire le mouvement des mains au niveau du téléagrandisseur. Et ces systèmes-là permettaient déjà une facilitation de l'utilisation du téléagrandisseur. Donc on va aujourd'hui, et c'est des innovations technologiques qui vont se poursuivre, vers une simplification des interfaces d'utilisation des produits pour coller avec les personnes âgées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis maintenant 5, 6, 7 ans, on a des produits qui sont des loupes électroniques dont Olga parlait tout à l'heure. Alors c'est tout petit. Alors on est sur un petit produit, j'en ai un qui sera un petit peu plus petit encore tout à l'heure, où on a la logique, et c'est un autre des freins que nous, distributeurs de matériel, auxquels on a été confrontés, c'est le souhait de la démocratisation de l'électronique en termes de basse vision. Alors qu'est-ce qu'apporte l'électronique? Elle apporte un grossissement sans déformation de l'image, et elle apporte cette possibilité d'utiliser des fronts contrastés. Donc les ergonomies se rapprochent de celles des loupes. Si on peut réavoir le gros plan, voilà. Je vais avoir des produits qui vont fonctionner avec des poignées et que je vais utiliser d'une manière qui va me faire penser à une loupe au-dessus d'un document. Donc là, on voit qu'on va pouvoir voir le texte et qu'on va pouvoir simplement changer des fonds colorés avec des modes très contrastés qui vont permettre à la personne malvoyante de bien voir ce qu'il y a décrit. D'accord ? D'accord. Donc là, on est sur des produits qui se rapprochent, et j'en ai amené un autre, puisqu'on parlait de ces problèmes d'encombrement, qui là, du coup, est tout petit. C'est le Compact Mini. C'est un tout nouveau produit qui sera disponible à partir du mois prochain, où là, j'ai pareil un système de loupe électronique, mais qui va tenir dans la poche. Voilà. Ah oui. Et donc, le principe qu'on a, c'est plus petit, plus portable, moins cher. Et alors justement, est-ce que c'est un facteur de développement pour les opticiens, toutes ces qualités? Alors nous, clairement, on est en termes de chiffres de la profession, il est évident que les petits produits ont multiplié les volumes vendus et qu'ils ont aussi augmenté le nombre d'opticiens qui vendent de tels produits. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à côté d'opticiens spécialisés en basse vision
qui ont la capacité de montrer la totalité des gammes, et donc des produits qui vont du plus simple, comme je montrais ici, à des produits vraiment évolués, et certains opticiens sont aussi tout à fait au point sur l'informatique en basse vision, par exemple. Bien, il y a aussi des opticiens qui peuvent tout à fait commencer par des produits plus petits qui vont rappeler un petit peu l'utilisation d'une loupe et qui peuvent s'intéresser au marché de la basse vision de cette manière-là. En tout, vous vendez à combien d'opticiens ce type de produit? Alors, j'ai pas des statistiques aussi fines que ça. Nous, on a à peu près dans notre base client 1200 opticiens qui ont été clients, qui ont acheté à un moment donné les 3 ou 4 dernières années. Donc, ça fait un taux d'à peu près 10% par rapport au chiffre de la population. Maintenant, une lecture un petit peu plus fine des chiffres me ferait penser que sur ces 1200, il y en a beaucoup d'occasionnels qui vont faire ça à un moment donné. Et puis qu'après, on va voir assez facilement des paliers, c'est-à-dire que des opticiens vraiment spécialisés faisant très très régulièrement de la basse vision, on va en avoir peut-être 200 ou 300 en fonction des critères et de ce qu'on appelle régulier en France. D'accord. Donc Olga nous disait en début d'émission qu'elle jugeait insuffisant le nombre d'opticiens basse vision sur le territoire français. Quelle est votre stratégie chez Cecia pour développer ce marché dans les magasins? Alors il y a plusieurs éléments, dont certains qui dépassent largement ce que fait Cecia. Je pense qu'il y a un travail important à réaliser qui n'est pas fini, qui a été bien engagé par le monde associatif, mais de communication auprès du grand public. C'est-à-dire que le grand public, et notamment avec Internet, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux problèmes de la basse vision ou de la DMLA, et on a des statistiques aujourd'hui sur les mots-clés utilisés sous Google, par exemple, et on voit bien une évolution de ça. Et il y a incontestablement un travail d'information à faire auprès du grand public, souvent des familles qui n'achètent pas, mais qui vont amener la personne chez l'opticien et qui vont l'amener à s'intéresser à ces produits de basse vision. Donc Cecia travaille et va travailler de plus en plus à la communication auprès du grand public, de telle façon à ce que ces solutions techniques-là soient connues. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un travail de partenariat avec les opticiens qui soit existent déjà, soit veulent se lancer. Alors un des éléments dont vous parliez avec Bruno Delos tout à l'heure, c'était celui du coût de l'équipement en magasin. Alors, pour un opticien qui démarre, il va pas toujours avoir une personne toutes les semaines ou tous les jours qui va arriver pour acheter un téléagrandisseur. Donc nous, ce que nous avons mis en place depuis déjà une dizaine d'années, c'est la possibilité de prêter du matériel à l'opticien. Et donc, un opticien qui va rencontrer quelqu'un qui va se dire, bon tiens, j'ai été au Silmo, j'ai été sur le stand de Cecia, j'ai vu des produits qui paraissaient intéressants, et puis tiens, c'est vrai, j'ai rencontré Madame Dupont qui est venue chez moi et qui avait des problèmes de vue. Peut-être que le produit que j'ai vu là, ça pourrait être intéressant. Il nous envoie un fax, il aura un prêt de matériel sur 10 jours qu'il peut à nouveau prêter à Madame Dupont pour prendre cet exemple-là. Madame Dupont, elle va pouvoir essayer son matériel. Ça va la rassurer parce que sur des matériels avec un prix relativement élevé, on aime bien savoir ce qu'on achète avant de le faire. Et du coup, elle va pouvoir faire l'acquisition de ce matériel-là. Et ça n'aura pas eu de coût pour l'opticien, puisque en gros, si le prêt aboutit, il y a la vente. Si le prêt n'aboutit pas, il y a guère que les frais d'expédition ou de retour du matériel au fournisseur qui sont à la charge de l'opticien. Est-ce que ce système de dépôt-vente fonctionne? Est-ce que l'opticien vend le matériel? Alors, nous, on convertit un petit peu plus de 50% de nos prêts en vente. Alors ça dépend des produits et des matériels, mais c'est la statistique moyenne. Bruno, que pensez-vous de ce système de dépôt-vente? C'est une solution pour l'opticien pour limiter ses engagements financiers dont vous parliez tout à l'heure, Anne-Sophie, et de permettre de pouvoir essayer différents produits sur des temps différents. Ce qui fait que l'opticien n'est pas là uniquement pour essayer de vendre le produit qu'il a en magasin, mais on lui permet, en tout cas les fournisseurs lui permettent de pouvoir essayer avec la personne dans l'activité qu'elle doit réaliser, que ce soit la lecture ou l'écriture ou d'autres activités. Donc, et Olga, vous pensez également que c'est une bonne solution pour les opticiens? Oui, je pense que c'est une bonne solution parce que c'est vrai qu'une personne malvoyante qui arrive a vraiment besoin de tester, pas seulement chez l'opticien, mais chez elle. Et le degré d'éclairage est différent. L'environnement est lumineux, mais pas seulement lumineux. L'environnement est différent à la maison. Et parfois, une loupe testée en magasin, même une téléloupe,
qui aurait pu convenir dans un certain éclairage ne s'avère plus forcément valide à la maison. Donc c'est important et vice versa. Ou alors on l'a testé, on était moyennement convaincu et on rentre chez soi, on l'essaye chez soi, on est aussi totalement convaincu au bout de 2 jours parce qu'on est dans un environnement où l'éclairage convient, parce qu'il y a souvent des problèmes de photophobie liés à la malvoyance ou d'autres. Donc je pense que ce système permet de développer un peu ce type de matériel. Maintenant, il ne faut pas que le prêt dure trop longtemps non plus. Voilà. Mais ça me semble intéressant de continuer à fonctionner comme ça. Je vous remercie tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir souligné les atouts et le potentiel de l'activité basse vision chez les opticiens. Enfin, on s'aperçoit qu'il y en a quand même beaucoup et que les fabricants, distributeurs mettent en place des solutions pour développer cette activité-là dans vos magasins. Je vous retrouve dès demain matin à 10h pour parler de la vente sur Internet. Je crois que Bruno, vous souhaitiez parler de cet ouvrage, Quand la malvoyance s'installe. Je vous laisse le présenter. Oui, c'est un ouvrage qui a été réalisé et qui a été managé par je vais le montrer à la caméra. Chantal Holschulz, qui est ergothérapeute, spécialiste dans la déficience visuelle. C'est un ouvrage qui a été édité à l'initiative de l'INPES, qui est l'Institut national de prévention et d'éducation en santé, accompagné de la Fondation de France. Ça montre bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, la malvoyance donne du sens. Et ce livre-là est destiné avant tout aux personnes qui sont malvoyantes et à leur entourage. Et l'objectif, c'est d'aider et accompagner au mieux. Donc ça, c'est un livre que les opticiens pourraient avoir. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'INPES ou de la Fondation de France. Et les exemplaires papier sont également distribués gracieusement par l'INPES. Donc, merci Bruno. J'espère que beaucoup d'opticiens se le procureront. Donc, je vous le disais, je vous retrouve dès demain matin à 10h pour une émission consacrée à la vente sur Internet. Nos intervenants vous diront si oui ou non le consommateur est prêt à acheter ses lunettes ou ses lentilles sur le web. Bonne soirée à tous.